Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie de notre voyage à Londres. Au programme, visite de la maison de Wellington, beaucoup de restaurants, des balades et découvertes de la ville. Attends. Et on commence avec la visite de la maison du duc de Wellington, résidence londonienne emblématique située au coin de Hyde Park. Surnommée le numéro 1 de Londres, de par sa situation géographique, car elle était à l'époque la première demeure qu'un voyageur apercevait. Pour vous la faire courte, Wellington était un commandant en chef des armées britanniques. Il mena notamment la victoire décisive le 18 juin 1815, causant la défaite de Napoléon à la bataille de Waterloo. Commençons par le hall d'entrée, qui donne le ton de la visite avec des peintures et des bustes exposés un peu partout. Puis par la salle du musée, qui se trouve sur la gauche. Les souverains européens, après la défaite de Napoléon, sont si généreux en cadeaux que le deuxième duc doit faire construire cette pièce en 1853 afin d'exposer et d'abriter tous les cadeaux qu'il reçoit. Des services en porcelaine, des tableaux de maître, près de 1000 œuvres d'art au total. Dans cette pièce, on y trouve notamment un meuble central abritant l'objet le plus célèbre du musée, la pièce maîtresse égyptienne. Il a été réalisé pour Joséphine Bonaparte à l'occasion de son divorce avec Napoléon. Il fut ensuite donné par Wellington par Louis VIII de France. Construite entre 1771 et 1778, la maison était initialement un bâti en briques rouges de 5 travées, avec une vue imprenable sur Hyde Park, les collines du Surrey et du Kent au loin. À l'époque, l'emplacement était considéré comme audacieux, presque à la lisière de la ville. En 1807, le marquis Richard Coley Wesley, ancien gouverneur général des Indes, achète cette demeure qu'il redécore à grands frais avant de s'y installer avec son épouse et ses enfants. 10 ans plus tard, le couple se sépare et proche de la faillite, il doit vendre son petit manoir. C'est son frère, alors duc de Wellington et grand vainqueur de la bataille de Waterloo et futur Premier ministre, qui, pour résoudre les difficultés financières de son aîné, rachète sa demeure pour 40 000 livres. L'une des pièces fascinantes est également le bouclier personnel du duc, qui a été inspiré par la description par Homère du bouclier d'Achille. Il représente notamment Wellington au centre et ses 10 grandes campagnes dans les reliefs environnants. Puis on arrive vers le grand escalier qui m'a subjugué par sa beauté, car je ne m'attendais pas du tout à voir quelque chose comme ça. Au pied de cet escalier en fer forgé, trône une statue colossale de Napoléon, vêtue uniquement d'une feuille de vigne. Napoléon lui-même chargea le grand sculpteur néoclassique Antonio Canova de la réaliser pour lui. Il voulait imiter les empereurs romains qui se présentaient comme des dieux. Mais il n'a pas aimé le produit final. Elle mesure plus de 3 mètres de haut et après la défaite de Napoléon, Wellington l'acheta comme trophée de guerre et la plaça ici, ironiquement, face à son vainqueur. Au premier étage, on peut voir plusieurs pièces, toutes les plus sublimes les unes que les autres. Mais tout d'abord, prenons à gauche pour aller dans le salon Piccadilly. Cette pièce, avec sa cheminée originale, est un vestige du design initial de la maison. Elle surplombe Piccadilly et servait de salon formel.
Les murs sont ornés de tableaux de maîtres, comme des œuvres représentant Wellington lui-même. C'est ici que le duc recevait des invités de marque, dans un décor avec des meubles dorés et des tissus somptueux. C'est un cabinet de curiosités avec des vitrines spéciales commandées par Wellington. La deuxième pièce maîtresse de la maison est sans doute la galerie Waterloo. Une salle immense de 28 mètres de long, à double hauteur, ajoutée entre 1828 et 1830 et donnant sur Hyde Park. Inspirée de la grande galerie des glaces de Versailles, avec des fenêtres coulissantes recouvertes de miroirs pour réfléchir la lumière des bougies lors des soirées, elle accueillait les banquets annuels à partir de 1829 jusqu'à la mort du duc en 1852. Cette galerie était le cœur social de la maison, où se tenaient bals et réceptions pour l'élite londonienne. Et d'après ce que vous m'avez dit en story Instagram, ces bals persistent encore aujourd'hui et franchement, on s'y voit bien ici danser à la lueur de la bougie. Les tableaux que l'on voit sont répartis en 3 catégories différentes. Ceux que le duc acheta ou commanda lui-même, d'autres qu'il acquit pendant des enchères après Waterloo, et les derniers qui sont des tableaux espagnols en grande partie. Ils proviennent de la collection royale d'Espagne et furent sauvés du champ de bataille de Vitoria en 1813. Après cette bataille, le roi Ferdinand VII en fit don à Wellington. Puis on atterrit dans le petit salon jaune avec un piano. Le célèbre compositeur d'opéra Rossini se serait même produit ici. Et avant de passer à la dernière salle, on passe par une petite pièce où sont exposés de magnifiques uniformes qui étaient tous destinés à des cérémonies. Cette maison est offerte à la nation par le 7e duc en 1947. Elle reste la résidence des ducs de Wellington. Le 9e duc occupe d'ailleurs toujours un appartement privé au rez-de-chaussée. La maison trône seule face à l'arc de Wellington, une statue équestre du duc coulée à partir de canons récupérés à Waterloo. Passons ensuite à la salle à manger d'État. Ajoutée en 1819 lors de la première extension, cette pièce pouvait accueillir 36 convives pour les premiers banquets de Waterloo. Comme la pièce est relativement petite, la galerie Waterloo sera ajoutée plus tard afin d'accueillir le double des convives. Au centre trône un petit chef-d'œuvre, le service portugais en argent doré, offert en 1816 par le prince régent du Portugal. Une pièce maîtresse longue de plusieurs mètres représentant des allégories des victoires de Wellington. Mention spéciale tout de même pour le lustre que j'ai trouvé magnifique à regarder. Et nous voici le lendemain et plus précisément le dimanche. J'ai commencé à me sentir pas très bien, donc je suis rentrée à l'hôtel pour me reposer pendant quelques heures. Voici quelques images de la visite que Laïe et Claire ont faite. Elles sont allées visiter 2 maisons que j'aurais tellement eu envie de voir, mais il valait mieux que je reste à me reposer.
Elles sont allées visiter la maison de Langton et la maison de Édouard Sanbourne. Pendant ce temps, moi, je me tapais ma meilleure sieste. Je vous laisse avec quelques vidéos prises par mes deux reportrices préférées. En milieu d'après-midi, comme j'allais beaucoup mieux, j'ai rejoint les filles à un point qu'on s'était donné. L'occasion de me balader toute seule dans Londres et de visiter un peu à ma manière la ville. Je n'ai pas pris ma caméra pour les 2 derniers jours, j'espère qu'il n'y aura pas trop de différence, mais j'avoue que le poids de l'appareil photo commençait à se faire ressentir, donc pour les 2 derniers jours, j'ai filmé uniquement avec mon téléphone. Sur la route, nous sommes passés devant une sorte de marché ouvert où il y avait notamment des vieux livres. J'en fais déjà la collection, je trouve que les livres anglais ont des couvertures magnifiques. Oh là là, je vais en prendre. Et forcément, j'ai craqué sur un bouquin que j'ai ramené à la maison. Si la vidéo n'est déjà pas trop longue, je vous ferai un petit haul à l'ancienne des livres que j'ai achetés durant ce séjour. On s'est ensuite trouvé un petit restaurant pour faire une pause repas. J'ai notamment pris la meilleure limonade de tout Londres. J'avais commandé un Diabolo menthe et c'est arrivé avec de la limonade faite maison et surtout de la menthe bien fraîche, donc encore mieux. Ça vient. Je pense que je peux m'injecter ça. Tu voulais dire Todd. Puis on a pris la direction du magasin très connu Liberty, qui est connu pour être une sorte de galerie Lafayette ou Printemps en équivalent français. Il y avait une collection et tout un étage avec la sortie de la nouvelle saison Bridgerton, donc les filles sont allées voir. Je n'ai jamais regardé cette série et oui, vous pouvez me huer ou me taper, mais j'avoue que la mise en place était très jolie et que je me suis finalement prise au jeu et à flâner dans les rayons. Il y avait notamment dans la partie tissu de très beaux coupons qui auraient été parfaits pour une robe à la française. Par contre, à 80 livres le mètre, ça nous a vite refroidi. La fin de la journée approchant, nous nous sommes baladés au gré des rues. Le planning était beaucoup moins chargé que les 2 premiers jours, donc ça nous a permis de visiter et de prendre plus de temps à faire les boutiques ou juste profiter. Ah, je me sens stylée. Mind the gap, please. Mind the gap. Le soir venu, par contre, Laïe nous a réservé un super restaurant qui s'appelle Popolar car il proposait notamment de pouvoir manger des pâtes directement dans la meule de fromage. Et ça, j'avais bien envie de tester car je n'avais jamais fait ça. On a donc pris la direction du restaurant et franchement, gros coup de cœur. Tout me va en fait. Oui, ça lui va trop bien. J'aurais dû faire avec ça. Allez, vas-y. Il est super bien décoré, bon comme tout restaurant à Londres, ça reste bruyant et il y faisait très chaud car les cuisines et les fours à pizza sont ouverts. Mais franchement, si vous venez dans le coin, réservez ce restaurant, c'est super bon. Le ventre bien rempli, nous avons pris le bus direction le Big Ben pour le voir de nuit et se promener car il faisait assez bon finalement, malgré le fait que l'on soit parti début février. Je m'attendais pas à ça. Ce qui est cool avec Londres, c'est que tout est beau de jour comme de nuit, car pas mal de bâtiments sont éclairés la nuit, donc ça donne une toute autre ambiance de la ville.
Et finalement, nous sommes rentrés à l'hôtel car il commençait à être tard et qu'il faut bien reprendre des forces après cette journée. Allez, vas-y, mange. Le lendemain, nous sommes retournés au Breakfast Club, vraiment mon restaurant préféré pour les petits-déj. Il y a de tout et vous pouvez faire plein de combinaisons comme des pancakes avec des bananes et des pommes de terre. Vraiment, hein, je sais pas qui fait ça, mais ces personnes n'ont pas bon goût. Le ventre bien rempli, nous sommes allés nous balader à Camden et profiter des nombreux magasins et de l'ambiance de la ville. Allez, let's go. On va par où? Et enfin, il était temps de rentrer direction notre petite Bretagne. Un séjour encore une fois incroyable de par les souvenirs que l'on se créait, mais aussi de par toutes ces visites culturelles et les kilos en plus avec tous ces restaurants. J'espère en tout cas que ces 2 vlogs londoniens vous auront plu. De mon côté, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures dans le temps. Mais non, mais je vais prendre la photo. Et tu prends qui là? Je prends lui. Je prends lui avec le plafond. J'attends les trucs. Oh, c'est des chaussures. On dirait des espadrilles. Il me brosse la dent.